La scène s'ouvre sur un silence brisé seulement par le bruit d'une goutte d'eau. La première, la deuxième, la 847e. Chacune tombe à un intervalle précis sur le front d'un homme attaché, incapable de fuir. Ce n'est pas une légende, ni une métaphore de l'enfer. C'est un exemple de la rigueur bureaucratique chinoise appliquée à l'art de détruire l'esprit humain. Cette méthode, appelée « supplice de la goutte d'eau », n'était qu'une minuscule pièce d'un immense système de souffrance rationalisée. Là où d'autres civilisations torturaient dans la colère ou la vengeance, la Chine impériale l'avait fait devenir une science exacte, codifiée, hiérarchisée et perfectionnée pendant plus de 2000 ans. L'histoire que vous allez découvrir n'est pas une exagération, ni un récit symbolique. Elle provient de documents officiels, de codes juridiques, de registres impériaux conservés à travers les dynasties. Ces textes révèlent un système où la douleur était mesurée, la mort chronométrée et l'humiliation transformée en instrument politique. Le code légal de la dynastie Qing, achevé en 1740, répertoriait 436 formes de châtiment, chacune décrite avec une précision effrayante. Durée, outils, séquences, gestes exacts. C'était moins un manuel de justice qu'un guide technique de la souffrance humaine. Des siècles plus tard, en 1987, des archéologues près de Xi'an découvrirent ce qu'ils croyaient être un ancien atelier. Mais les structures de bois soigneusement alignées, les instruments métalliques calibrés et les fosses de drainage parfaitement symétriques racontaient une autre histoire. Ce n'était pas une usine de production, c'était un centre d'exécution, le plus vaste de l'Antiquité. Les ossements humains retrouvés sur place confirmèrent qu'ils avaient mis au jour un lieu dédié à la mort, organisé selon une logique d'efficacité industrielle. Aujourd'hui encore, les objets sont visibles au musée d'histoire juridique de Pékin où, dit-on, certains visiteurs s'évanouissent à la simple vue des instruments exposés. Les chiffres donnent le vertige. D'après les estimations les plus prudentes, plus de 10 millions d'exécutions furent officiellement enregistrées entre les dynasties Han et Qing. Mais ces données ne reflètent qu'une partie du total, car chaque province tenait ses propres registres, souvent détruits au fil des guerres ou des transitions politiques. Ce que nous connaissons ne représente que la surface d'un abîme. Derrière chaque chiffre, il y a une vie, une agonie, une peur soigneusement observée et notée par les scribes impériaux. Avant d'aller plus loin, permettez-moi une petite pause. Si vous appréciez les récits historiques qui explorent sans détour les zones sombres de la civilisation, prenez un instant pour vous abonner, laisser un commentaire et aimer cette vidéo. Cela aide énormément à faire connaître ce type de contenu, et votre soutien est toujours précieux. Revenons à l'histoire. Pour comprendre l'origine de ce système, il faut évoquer un nom. Qin Shi Huang, le premier empereur de la Chine unifiée. Connu pour avoir fait ériger la Grande Muraille et façonner son armée de soldats de terre cuite, il fut également l'architecte d'une bureaucratie de la torture. Né en 259 avant Jésus-Christ sous le nom de Yingzheng, il grandit dans un palais où la violence n'était pas cachée, mais ritualisée. Dès son enfance, il observa les ennemis de sa mère mourir sous des supplices raffinés. Loin d'en être traumatisé, il en devint fasciné. Il se demanda combien de temps on pouvait prolonger la souffrance avant la mort. Quelle combinaison de douleurs physiques et de terreurs psychologiques pouvait le mieux dissuader la rébellion? En unifiant les 6 royaumes de la Chine, Qin ne chercha pas seulement à consolider son pouvoir militaire. Il entreprit de compiler les pratiques punitives de chaque État conquis. L'art du suffoquement lent du royaume de Shu, la précision chirurgicale des bourreaux de Yan, les techniques de manipulation mentale développées à Qi. De cette synthèse naquit un projet inédit, faire de la cruauté un système. Qin Shi Huang comprit que la violence aléatoire était inefficace. Pour gouverner un empire de centaines de millions d'âmes, il fallait une cruauté standardisée, mesurable,
reproductible. C'est ainsi qu'il fonda, en 219 avant Jésus-Christ, l'Académie impériale de justice punitive, la première école de torture financée par un État. Les étudiants y étudiaient l'anatomie, la psychologie et la mécanique. Ils apprenaient à calibrer la douleur comme un ingénieur ajuste une machine. À la fin de leurs études, ils recevaient un salaire, une pension et un titre officiel. Ce n'étaient plus des bourreaux, mais des fonctionnaires. L'Académie produisit un manuel de 200 pages décrivant étape par étape chaque type de punition: angle de coupe, durée d'exécution, position du condamné, réaction attendue du public. 10 ans plus tard, chaque grande ville possédait sa propre installation de châtiment, construite selon les normes impériales. Les magistrats recevaient des formations trimestrielles. Les gouverneurs envoyaient des rapports d'efficacité mensuels à la capitale. Le gouvernement avait industrialisé la souffrance humaine. La terre cuite de l'armée funéraire protégeait l'empereur dans la mort. Les bourreaux formaient son armée des vivants. Le supplice le plus emblématique, celui qui allait hanter les voyageurs européens des siècles plus tard, était le lynchi, littéralement « mort par 1000 coupures ». L'expression semble poétique, mais la réalité était méthodique. Ce n'était pas une série de coups désordonnés. Chaque incision avait un but. Le manuel impérial stipulait 3357 coupes, dans un ordre précis, permettant de maintenir le condamné conscient le plus longtemps possible. Les premiers coups visaient les zones non vitales, les doigts, les lobes d'oreille, les bras. Les suivants attaquaient muscles et tendons sans toucher les grandes artères. Les maîtres exécuteurs s'entraînaient des années pour acquérir une telle précision. Un témoin britannique, Edmund Backhouse, assista à un lynchi en 1904 et décrivit une scène de froide exactitude. Chaque coup contrôlé, chaque mouvement calculé. L'horreur ne venait pas seulement de la douleur, mais de la banalité administrative du geste. Plus terrible encore, la famille du condamné devait payer les services du bourreau, 30 pièces de cuivre par heure, pour assister à l'exécution. Si elle n'avait pas les moyens, le bourreau accélérait la procédure, non par pitié, mais par respect du contrat. Le tarif d'un lynchi complet représentait 3 mois de salaire pour un paysan. L'État avait transformé la mort en commerce. Cette logique comptable s'étendait à tout l'appareil judiciaire. Les provinces recevaient des quotas d'exécution à atteindre. 200 pour le Guangdong, 150 pour le Sichuan, avec des primes pour dépassement d'objectifs. Les bourreaux étaient évalués sur leur précision et la réaction du public. Ceux qui manquaient d'efficacité étaient rétrogradés. Dans certaines régions, les instruments de torture portaient des graduations gravées directement sur la lame pour garantir une uniformité parfaite du supplice. La bureaucratie impériale ne voyait pas la douleur comme une conséquence, mais comme une mesure du pouvoir. Chaque goutte de sang versée, chaque cri enregistré faisait partie d'une équation. L'empire du milieu n'était pas seulement un territoire, c'était une machine à fabriquer la soumission. À mesure que les siècles passaient, le système s'étendit comme une toile couvrant l'ensemble de l'empire. Chaque dynastie y ajouta sa propre sophistication, peaufinant l'art de punir sans détruire trop vite, car la mort immédiate était jugée inefficace. Ce que recherchaient les autorités impériales, c'était la soumission absolue de l'esprit. L'humain devait se transformer en exemple vivant, un avertissement que la désobéissance se paierait non par la mort, mais par une vie brisée. Les bourreaux impériaux n'étaient pas des monstres isolés, mais des fonctionnaires diplômés. Ils recevaient une éducation rigoureuse et prêtaient serment de fidélité à l'empereur. Chaque exécution, chaque mutilation était enregistrée, observée, comptée. Les statistiques devaient être envoyées aux ministères régionaux, puis centralisées dans la capitale. Le contrôle était si minutieux que même la durée des cris et la quantité de sang versé pouvaient figurer dans les rapports officiels.
Parmi les supplices codifiés figuraient ceux que la Chine impériale appelait les 5 châtiments. Le premier, le hua, consistait en l'amputation des pieds, mais jamais de manière grossière. Le texte impérial décrivait avec exactitude ou coupé à 2 pouces au-dessus de la cheville, après avoir sectionné le tendon d'Achille pour éviter toute résistance. On cautérisait aussitôt la plaie avec du bronze chauffé pour empêcher la mort par hémorragie. L'objectif n'était pas de tuer, mais d'invalider pour la vie. Le condamné devenait une ombre, un infirme marqué à jamais comme criminel. Les artisans impériaux produisaient des prothèses en bois, vendues selon le statut social du condamné. Les riches pouvaient se procurer des pièces sculptées, ajustées avec du cuir. Les pauvres recevaient des blocs bruts attachés par des cordes. La douleur devenait marchandise, et la misère, un marché. Le deuxième châtiment était la coupe du nez, une mutilation symbolique plus qu'une exécution. On tranchait juste au-dessus des narines, préservant la respiration, mais détruisant le visage. Le condamné devait porter un voile blanc marqué de son crime lorsqu'il apparaissait en public. Cette visibilité constante de la honte transformait les rues chinoises en théâtre de la morale impériale. Le troisième, la castration, n'était pas réservée aux serviteurs du palais, mais à de nombreux criminels politiques. Les chirurgiens impériaux, formés dans le système des eunuques, exécutaient l'opération avec une précision glaçante. Le taux de survie avoisinait les 40%, chiffre considéré comme acceptable. Ceux qui vivaient pouvaient entrer dans la bureaucratie des eunuques, serviteurs loyaux et dociles, parfaits pour un régime obsédé par le contrôle. Le quatrième châtiment, le tatouage, consistait à graver sur le visage du condamné des symboles indiquant la nature du délit. Diagonale pour le vol, cercle pour l'adultère, caractère pour la trahison. Ces marques indélébiles remplacèrent la mémoire. Le corps devenait dossier judiciaire. Enfin, le cinquième châtiment, l'exécution, se subdivisait en catégories. Strangulation pour les fautes mineures, décapitation pour les crimes graves, et le lynchis pour ceux considérés comme impardonnables, notamment la rébellion ou les offenses à la famille impériale. Le choix de la méthode dépendait d'un calcul complexe. Le juge devait croiser le rang social du coupable, la gravité du crime et l'impact moral recherché sur le peuple. Un voleur issu d'une famille noble pouvait échapper à la mort. Un pauvre récidiviste, non. Dans ce système, l'efficacité n'était pas mesurée par la justice, mais par la peur. Les gouverneurs de province étaient récompensés non pour avoir maintenu l'ordre, mais pour avoir dissuadé par la terreur. La statistique devint une arme politique. Dans certaines régions, des innovations locales naquirent. La province du Sichuan développa des tortures à base d'eau, celle du Guangxi des supplices d'insectes, tandis que le Xinjiang perfectionna les méthodes d'exposition prolongée dans les déserts. L'administration impériale encourageait ces améliorations pourvu qu'elles respectassent les standards de rendement. Mais la véritable invention chinoise ne résidait pas seulement dans la douleur physique, c'était la torture psychologique. Des siècles avant que l'Occident ne découvre la psychologie expérimentale, les empereurs chinois avaient déjà conçu des techniques de destruction mentale. L'exemple le plus effrayant était la chambre de réflexion, une cellule d'isolement conçue pour briser la raison sans toucher le corps. Ces chambres étaient construites selon des principes d'ingénierie acoustique, murs de bois et de tissu absorbant le son, panneaux de lumière modulables provoquant désorientation et hallucination, température calculée pour empêcher le sommeil. Les prisonniers y étaient observés en secret par des médecins d'État, qu'on appellerait aujourd'hui psychologues. Ils notaient chaque étape du déclin mental, colère, négociation, désespoir, puis dissolution complète de la personnalité. Les registres impériaux mentionnaient les temps moyens. 18 jours pour les premiers signes de désespoir,
45 pour la perte de volonté, 60 pour la destruction totale du moi. La cruauté atteignait un sommet dans le concept de punition en réseau. Ici, le coupable n'était pas seul à payer. Sa famille, ses voisins, ses amis étaient condamnés à l'isolement social. Les marchands n'avaient plus le droit de leur vendre quoi que ce soit. Les enfants étaient bannis des écoles. Les voisins risquaient des sanctions s'ils leur adressaient de la parole. Les descendants portaient le statut héréditaire de progéniture fantôme, exclus des examens impériaux et des mariages respectables. Le châtiment devenait un virus social transmissible par le sang. Plus terrifiant encore, les autorités envoyaient parfois de faux parents, des agents entraînés à simuler la compassion pour soutirer des aveux. Ces acteurs de la loyauté manipulaient les émotions des prisonniers jusqu'à ce qu'ils cèdent. Le processus reposait sur une alternance de promesses et de désespoir, exactement comme les cycles d'espoir et de punition qu'utilisent aujourd'hui les systèmes de manipulation psychologique. Le critère ultime de réussite était consigné noir sur blanc, le moment où le prisonnier demandait lui-même la mort. Lorsqu'un détenu suppliait d'être exécuté plutôt que de subir davantage de manipulation mentale, on considérait que la mission était accomplie. La domination psychologique totale. Ce système de terreur ne se limitait pas à la sphère politique. Paradoxalement, il générait une véritable économie. Les places d'exécution devinrent des lieux de commerce. On y vendait de la nourriture, des souvenirs, des miniatures de torture. Des parieurs misaient sur la durée des agonies. L'État percevait des taxes sur ces activités, car tout devait profiter au trésor impérial. Un document administratif, le Bureau impérial des revenus punitifs, fixait les tarifs officiels. 5 taels d'argent pour les meilleures places lors d'une grande exécution, 2 pièces de cuivre pour louer des pleureuses professionnelles, un prix variable pour les souvenirs selon la qualité du métal. La souffrance collective devint spectacle public et source de revenus. Les exécuteurs, loin d'être des marginaux, appartenaient à une élite fermée. La famille Xiao, à Pékin, conserva le poste d'exécuteur impérial pendant plus de 3 siècles, accumulant richesse et influence grâce à la mort. Ainsi, le système punitif impérial formait un cycle parfait. La douleur alimentait l'économie justifiait la bureaucratie, et la bureaucratie entretenait la douleur. C'était une machine à punir, autosuffisante, méthodique et extraordinairement stable. La chute d'un système aussi solidement enraciné ne pouvait venir que de l'extérieur. Pendant des siècles, la machine de souffrance impériale avait survécu aux guerres, aux révoltes, aux famines. Ce ne furent ni les philosophes, ni les moralistes, ni les réformateurs chinois qui la brisèrent, mais l'arrivée brutale du monde moderne. L'année 1900 marqua le début de la fin. Lorsque les armées occidentales pénétrèrent à Pékin pendant la rébellion des Boxers, elles découvrirent avec horreur les places d'exécution encore actives. Les soldats européens, habitués à la violence coloniale, furent saisis d'effroi devant le raffinement de ces supplices. Des photographies circulèrent dans la presse internationale, provoquant un choc moral, mais c'est surtout la pression économique qui força l'Empire à réagir. Les grandes compagnies commerciales occidentales commencèrent à insérer dans leurs contrats des clauses exigeant des pratiques humaines de justice. La Compagnie britannique des Indes orientales refusa de commercer avec les régions où se pratiquait encore le lingchi. Les fabricants allemands d'acier exigèrent des garanties de civilisation judiciaire avant d'exporter leurs machines. Face à cette menace de paralysie économique, la dynastie Qing dut choisir: conserver ses traditions punitives ou ouvrir ses ports et ses finances à la modernité. En 1905, la dernière exécution par Lingxi fut officiellement enregistrée à Pékin. Le condamné,
Fu Juli, accusé du meurtre d'un prince mongol, fut photographié par des Européens, offrant au monde la dernière image d'un rituel vieux de 2000 ans. L'abolition de ces supplices eut des conséquences inattendues. Plus de 50 000 personnes perdirent leur emploi. Bourreaux, gardes, artisans de torture, commerçants des marchés d'exécution, des régions entières, économiquement dépendantes de cette industrie macabre, sombrèrent dans la pauvreté. Certaines autorités locales continuèrent discrètement à appliquer les anciennes méthodes sous couvert d'interrogatoires administratifs. La machine s'était arrêtée, mais son ombre demeurait. La révolution républicaine de 1911 tenta d'effacer les traces de cette bureaucratie de la douleur. Pourtant, plusieurs décennies plus tard, pendant la révolution culturelle, d'anciennes techniques réapparurent sous d'autres noms. L'humiliation publique, la rééducation par la peur, les aveux forcés filmés devant les foules. La continuité était troublante. Ce n'était plus la même dynastie, ni le même système politique, mais les mécanismes étaient identiques. Briser l'individu pour protéger le collectif. Aujourd'hui, la Chine moderne interdit officiellement la torture, mais les chercheurs qui étudient ces institutions notent des ressemblances troublantes avec son passé impérial. La centralisation des procédures, la documentation exhaustive, les statistiques de performance, la recherche d'efficacité dans la punition. Ce ne sont plus les bourreaux qui tiennent la plume, mais les bureaucrates. Le langage a changé, pas la logique. Ironiquement, de nombreux anciens lieux d'exécution sont devenus des musées. Le grand terrain de Pékin, où des milliers de lingxi furent pratiqués, accueille désormais des expositions pédagogiques. Les chambres de réflexion de Xi'an se visitent avec audioguide. Les touristes paient des billets, achètent des souvenirs miniatures des anciens instruments. L'économie de la souffrance continue, mais sous forme de mémoire. Et pourtant, derrière cette transformation culturelle, un malaise persiste. Les mécanismes inventés par la Chine impériale. Documentation systématique, précision bureaucratique, transformation de la punition en processus économique, ont survécu sous d'autres formes. Les prisons modernes, les entreprises, les institutions sociales reproduisent inconsciemment ces modèles. Le contrôle par la paperasse, l'évaluation du comportement, les quotas d'efficacité, tout cela rappelle la logique du ministère des Châtiments. Les systèmes contemporains de surveillance utilisent que les mêmes leviers: l'isolement, la privation sensorielle, la destruction progressive de la dignité. Les techniques de modification du comportement en entreprise ou dans les prisons modernes s'inspirent, sans le savoir, des chambres de réflexion impériales. Même les réseaux sociaux, avec leur cycle d'espoir et de désespoir, leurs mécanismes de récompense et de punition symbolique, reproduisent les schémas des anciennes tortures psychologiques. Les algorithmes évaluent, observent, mesurent de la soumission émotionnelle comme jadis les scribes impériaux mesuraient de la douleur. Les sociétés modernes se vantent d'avoir dépassé la barbarie ancienne, mais la vérité est plus dérangeante. La cruauté s'est perfectionnée. Elle est devenue invisible, statistique, rationalisée. Là où les empereurs de Chine cherchaient à maîtriser les corps, nos systèmes cherchent à contrôler les esprits. L'efficacité bureaucratique est désormais l'allié de la domination psychologique. On pourrait croire que tout cela appartient à un passé révolu. Mais les chiffres racontent une autre histoire. Plus de 150 pays dans le monde sont aujourd'hui accusés par des organisations humanitaires d'utiliser des méthodes de torture psychologique systématiques. Isolement prolongé, privation de sommeil, manipulation de la perception. Les instruments ont changé, les principes demeurent. La documentation, la hiérarchie, la justification administrative, l'économie de la peur, tout cela continue de vivre, déguisé sous le langage du progrès. Et pourtant, au cœur de cette obscurité bureaucratique, subsiste une lumière. Dans les archives impériales, certains bourreaux ont noté des observations inattendues, des condamnés qui, même mutilés, restaient dignes, des prisonniers
qui refusaient d'avouer malgré les promesses et les menaces, des familles ruinées qui continuaient à honorer leurs morts. Ces fragments d'humanité rappellent que la dignité ne peut être totalement écrasée, même par la machine la plus efficace du monde. Les historiens qui étudient ces textes affirment qu'il faut les lire non comme une simple curiosité du passé, mais comme un avertissement. Chaque fois qu'une société sacrifie la compassion au nom de l'efficacité, elle redécouvre, sous une forme moderne, l'esprit du code impérial chinois. La cruauté bureaucratique n'a pas besoin de fouet ni de chaînes. Elle se nourrit de formulaires, de statistiques, d'indifférence. Il est donc essentiel de se souvenir des victimes. Jiao Ming, mort après 2847 gouttes d'eau. Fu Zhuli, dernier supplicié du Lingqi, et les millions d'autres, anonymes, dont la souffrance fut notée avec précision mais jamais pleurée. Ces hommes et ces femmes ne furent pas seulement les victimes d'un empire, mais les témoins d'une vérité universelle. La civilisation la plus avancée peut aussi devenir la plus cruelle, lorsque l'humanité disparaît derrière l'ordre. Comprendre cette histoire, c'est apprendre à reconnaître les signes avant qu'ils ne se reproduisent. Chaque fois qu'un pouvoir justifie la douleur au nom de la stabilité, chaque fois qu'une institution transforme la souffrance en procédure, chaque fois qu'une société mesure la valeur humaine en rendement, la logique de Qin Shi Huang renaît. Elle ne porte plus les habits d'un empereur, mais elle agit avec la même froideur. C'est peut-être cela, la véritable leçon de 2000 ans de châtiments impériaux. La barbarie ne s'oppose pas à la civilisation. Elle en est parfois le produit le plus raffiné. Et tant que l'efficacité restera la valeur suprême des sociétés humaines, le fantôme du Lingqi continuera de rôder dans les couloirs de nos institutions modernes, invisible mais bien vivant.